Bienvenue chers fidèles de la télévision rwandaise, bienvenue à cette grande édition en langue française que nous allons commencer par la coopération Rwanda-Gabon avec le Rwanda et ce pays de l'Afrique centrale qui s'engage à travailler en étroite collaboration en vue d'éradiquer la corruption et d'asseoir la culture de la transparence dans les deux pays respectifs. C'est ce qui est ressorti des échanges entre les responsables de l'Office de l'Ombudsman du Rwanda et une délégation de la Commission nationale gabonaise de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Une délégation qui se trouve en visite de travail au Rwanda. Ici, on va tout d'abord écouter la présidente de l'Office rwandais, de l'Office de l'Ombudsman du Rwanda, Madame Madeleine Nirere, puis de Nestor Mbou, président de la CNL CEI Gabon. Dans le cadre de la coopération bilatérale, nous avons échangé sur la mise en œuvre de nos mandats respectifs, des mandats respectifs des institutions, surtout la prévention et le combat contre la corruption. Pour la prévention, nous avons beaucoup en commun. C'est question de relever l'éthique de la population, donc éduquer la population, donc asseoir la culture de l'intégrité et la transparence parmi les plus jeunes, et c'est ce que nous faisons aussi. Donc asseoir la culture de l'intégrité, la transparence et la redevabilité, à commencer par les plus jeunes, dans les écoles secondaires, dans les clubs anticorruption. Nous avons échangé sur les bonnes pratiques. J'ai découvert ici qu'il y a beaucoup d'activités envers les écoles, envers pas mal de structures. Et les textes rwandais nous intéressent également. Nous allons nous les approprier de telle sorte que nous puissions, peut-être pas, on ne dira pas copier, mais mettre en pratique ce qui est nécessaire, ce qu'on peut tirer profit. Nous avons discuté, nous avons échangé, mais vous savez, lorsque vous envisagez de signer un protocole d'accord, il y a des préliminaires, il faut échanger, il faut discuter, et puis en final, vous retenez ce qui est bon pour toutes les deux parties, et ça vous amène à la signature de ce acte-là. Sinon, nous avons entamé les discussions avec les responsables de l'Ombudsman, et très prochainement, nous parviendrons à la signature de ce protocole pour le bienfait de toutes les deux parties. Au président de la Commission nationale gabonaise de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite d'ajouter et surtout d'insister sur la nécessité de l'enrichissement mutuel entre les deux pays africains afin d'éradiquer la corruption qui reste un des grands handicaps au développement du continent. Il faudrait que nous, qui avons la mission de lutter contre la corruption dans nos différents pays, que nous puissions échanger sur les bonnes méthodes, les bonnes pratiques à mettre en place pour lutter contre ce phénomène qui gangrène le développement de nos pays. Mais tout simplement parce que l'ONUDC, donc l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, a préconisé qu'il y ait au niveau sous-régional des instances, des plateformes pour que nos actions soient conjuguées de telle sorte que nous puissions mener efficacement cette lutte. Et puis, passons à autre chose à présent pour parler justice à présent. 16e jour des audiences dans l'affaire Philippe Hategekimana ou alias Biguma. C'est un procès en appel à la Cour d'assises de Paris avec notamment un témoin qui a affirmé qu'il a vu
qu'il a vu l'accusé lui-même tirer sur Narcisse Nyagasaza, le bourgmestre de l'ancienne commune de Niazo, alors que celui-ci tentait de fuir vers le sud au Burundi. Des détails ici avec notre confrère Jean Damascène Maneshim. Après 3 semaines d'audience, la Cour suit actuellement les dépositions des témoins des faits pour les massacres des Tutsis sur la colline Nyabubare, ainsi que pour le meurtre du bourgmestre Narcisse Nyagasaza, tué avec des Tutsis qui tentaient de traverser la rivière à Kanyaru vers le Burundi voisin. Parmi les témoins entendus sur ces faits, un ancien conseiller du secteur Mushirarungu, condamné lui-même pour plusieurs actes de génocide. Le témoin affirme qu'il connaissait bien Philippe Manier avant le génocide, car c'est à lui qu'il avait affaire lorsqu'un problème se passait dans son secteur. Le témoin indique à la Cour que les gendarmes ont tiré sur la colline de Nyabubare au lieu de protéger la population qui s'y était réfugiée. Et au témoin de préciser à la Cour les propos que Philippe Manier alias Biguma aurait tenus avant l'exécution des Tutsis sur la colline de Nyabubare. Je viens de vous donner l'exemple de ce que vous devez faire aux Tutsis qui se trouvent là sur la colline de Nyabubare. Allez tuer-les de la même façon que personne ne reste, a précisé le témoin. Et notre témoin condamné, lui, à 13 ans de réclusion pour génocide, a expliqué que la population est partie avec les gendarmes sur la colline Nyabubare, que ces derniers ont installé un mortier auprès duquel le conseil de Mushirarungu serait resté en compagnie de Philippe Manier à la commande. Sur la colline de Nyabubare, le témoin reconnaît qu'il a participé au massacre armé de son gourdin dont il s'est servi pour massacrer les Tutsis. Sur la question de la Cour, sur l'impression que lui laissait la vue des cadavres pendant le génocide, le témoin répond « Nous avions perdu notre humanité, on n'était plus humains, c'est pourquoi j'ai demandé pardon, que je suis résolu à ne rien cacher, à tout mettre à nu. » Le témoin a également laissé entendre qu'il a beaucoup participé à l'érection des barrières à Mushirarungu et ailleurs, précisant que c'était toujours sur ordre de Biguma, qui restera sur place jusqu'à l'arrivée des militaires Ingotani début ou mi-mai. Le témoin qui a plaidé coupable pour avoir participé à l'attaque de Nyabubare a indiqué que Philippe Manier et le conseiller de secteur ont fait descendre toute la population après la mort du bourgmestre, expliquant que le rôle de la population qui avait encerclé cette colline de Nyabubare était de tuer les Tutsis qui échappaient aux balles et aux obus. Et au témoin de conclure que les ordres de massacrer les Tutsis sur la colline Nyabubare ne venaient pas seulement du conseiller de secteur, mais aussi des gendarmes, dont Philippe Manier, ajoutant qu'il montrait aux tueurs par où passer pour encercler la colline. L'audition des témoins des faits se poursuit à la cour d'assises de Paris sur les principaux lieux de massacre à Nyanza, notamment les collines de Nyabubare, Nyamure et Izarsonga. Le verdict dans ce procès en appel devrait tomber le 20 décembre prochain. De retour ici au pays, nous allons évoquer l'actualité régionale avec les tensions entre la RDC et le Rwanda, notamment avec les derniers propos du ministre de la Justice congolaise, Constant Mutamba, qui notamment a menacé le chef de l'État rwandais d'arrestation. Une chose qui a suscité plusieurs réactions, aussi bien au niveau de la région qu'au niveau international. Mais tout de même, permettez-moi d'accueillir Gatabazi Tite Rutikanga. Il est avocat de formation, il est éditorialiste et surtout un connaisseur averti de la région des Grands Lacs. Bienvenue Tite. Merci pour l'invitation. Voilà, avant d'évoquer la question de Constant Mutamba, tout d'abord, il y a eu la CIRGL qui s'est réunie pour la 18e fois de suite. Tite, déjà, j'aimerais bien peut-être que vous puissiez placer un mot par rapport à cette institution régionale qui a vu le jour, notamment avec les assises, il y a de cela plusieurs années maintenant. Son efficacité, son impact sur les problèmes régionaux. Mais toutes ces organisations internationales butent comme ça sur le mur de la souveraineté des États. Les États qui adhèrent à ces organisations doivent se soumettre
au texte qu'ils ont signé. Et donc, quand on voit que même l'opinion publique ne connaît pas ces organisations, c'est lié on va dire, au comportement des États. La CRGL comme East African Community, comme la SADC, comme African Union, quel impact ils ont sur la gestion et la gestion des conflits. Ça dépend vraiment des États et de la volonté politique des chefs d'État. Vous dites que c'est des institutions qui tiennent leur existence de la volonté politique des chefs d'État et de gouvernement, mais c'est déjà une institution qui est née dans un contexte de tension où les Grands Lacs ont été élargis, justement avec tous les pays qui étaient impliqués dans le conflit, notamment au Congo, pas seulement à l'Est à l'époque, il y avait plusieurs nations qui étaient engagées. Doit-on dire que aujourd'hui, leur contexte n'est plus à jour ou les intérêts ont changé de camp? Par exemple, si on sait que l'Angola, hier encore, faisait partie des belligérants sur le sol congolais et qu'aujourd'hui l'Angola est médiateur. C'est ça aussi, les dynamiques et les jeux des intérêts, des rapports de force politiques. Ces institutions ne résistent pas aux jeux d'intérêts, aux égaux des pays, des chefs d'État et de gouvernement. Et donc, par moments, ils sont comme des spectateurs. Ils peuvent, à la limite, rédiger des rapports, les soumettre à qui, on ne sait pas. Quand les chefs d'État sont décidés à avancer sur la résolution des crises, on a vu que ça donnait des résultats. Mais ce n'est pas l'affaire des organisations internationales. Même les Nations Unies, quand ils envoient des forces qu'ils appellent de maintien de la paix, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Tite, revenons également à l'actualité, surtout aux dernières déclarations du ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, qu'on voyait tout à l'heure en image. Constant Mutamba qui, dans une visite à la prison à Goma, à l'est du pays, c'est juste à côté de la ville de Rubavu. Celui-ci, en s'adressant aux prisonniers, celui-ci a menacé des prisonniers qui seraient de mèche avec les Rwandais d'abord et puis le gouvernement du Rwanda, que ces derniers allaient être non seulement poursuivis avec attention, mais également délocalisés vers d'autres structures carcérales. Ça démontre le poids et surtout, j'allais dire, le sérieux avec lequel ces déclarations ont été tenues. Non, mais Constant Mutamba s'inscrit dans la droite ligne de la politique du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais a décidé d'avoir une politique belliciste, de désigner le Rwanda comme bouc émissaire, d'avoir les Tutsis congolais qu'ils appellent des ennemis intérieurs, des infiltrés et des étrangers. Et le gouvernement alloue des ressources de l'État à cette campagne à la fois médiatique, mais les pogroms contre les Tutsis congolais, qu'ils sont persécutés. Beaucoup qui ont échappé sont en exil. Et donc, quand on voit que l'obsession du président Tshisekedi, c'est de désigner le Rwanda comme responsable de tous les maux qui gangrènent le pays depuis son indépendance, que tout le monde doit le suivre et insulter comme ça le Rwanda. Je ne crois pas que le ministre de la Justice pouvait échapper à cette politique, qui est une politique nationale. Mais là où il se fait prendre, c'est qu'il se rend coupable
aux yeux des instruments juridiques internationaux. Ça, j'aimerais bien qu'on puisse revenir là-dessus. Tite, qu'est-ce qui justifie en ce moment précis où déjà il y a à peine 2 semaines que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Nduhungirehe, était présent à Goma justement pour mettre en place une structure d'observation. En tout cas, tout ça dans le souci d'apaiser les tensions et surtout ce climat de méfiance de part et d'autre. Qu'est-ce qui justifie le timing de tels propos dans une même ville où encore hier le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et son homologue de la RDC étaient présents pour justement essayer de renouer et de rétablir ce climat de confiance. Est-ce que c'était un timing qu'il fallait pour le ministre Mutamba ou doit-on dire on dit une chose et son contraire à la fois du côté de le ministre Kinshasa? Mutamba était dans la délégation de la première ministre venue évaluer la situation de l'état de siège. Et il doit faire Goma et Bunia. Et donc lui, dans ses attributions, il profite pour passer à la prison de Munzenze. Et on sent bien quand on regarde sa vidéo, ce discours était préparé. Ah, ce n'est pas du spontané? Non. Ce n'est ni spontané, ce n'est pas un accident, ce n'est pas pour créer de la polémique. Ça rentre vraiment dans ce que je viens d'expliquer, cette politique gouvernementale. De dévier comme ça l'opinion congolaise sur tous les problèmes internes et de leur remettre comme ça sous les yeux un bouc émissaire. De persécuter les Tutsis congolais qu'on désigne comme il l'a dit, et lui il est allé trop loin, trop loin. Son président l'avait déjà dit, d'autres l'ont dit avant lui, il dit qu'il va tuer. Et donc nous sommes dans une logique génocidaire. Là, il parle des Rwandais. Là, il a parlé des Rwandais de manière générale, mais le ministre Mutamba est allé beaucoup plus loin. Tite, il a cité nommément le chef de l'État, le chef d'État rwandais en tant que responsable, coupable. Et surtout, Tite, il a mis sa tête à prix. C'est-à-dire, ça nous rappelle le Far West, on mettait... ou encore carrément les personnes recherchées dans le monde. Un pays voisin, souverain, dont le président de la République, la tête est mise à prix par un responsable au plus haut niveau comme ministre. J'ai dit en vous présentant que vous êtes avocat de formation tout d'abord. Ceci, ça s'interprète comment politiquement, mais surtout sur le plan de la justice. Est-ce que le Rwanda peut amorcer certaines démarches sur le plan de la justice? Sur le plan judiciaire, je dis et je réponds oui avec force. Le ministre Mutamba fait de l'incitation publique et directe au meurtre. Nous avons la jurisprudence Akayezu du TPIR qu'il avait condamné pour incitation au meurtre. Et le droit international dit que plus vous êtes haut dans les échelons de l'État, plus vous serez coupable. Et donc, à son niveau, Akayezu était bourgmestre, si je ne m'abuse. Oui, il était bourgmestre. Lui, il est ministre de la Justice. Et donc, ministre d'État, en plus. Ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Mais ces propos, je dis bien, tombent sous le coup de la loi pénale. Voilà. Certains invoquent juste du populisme de la part de Mutamba. Il ne faut pas excuser de tels propos. Le traité des populistes, le traité de détraqué mental, ce serait une excuse pour lui. Il appelle à la délation. Indiquez-moi les Rwandais avec lesquels vous êtes en contact. Il appelle à la dénonciation calomnieuse. Et il fait un appel au meurtre.
Je dis bien que ces propos sont réfléchis, suffisamment préparés, sauf qu'il n'a pas pensé aux conséquences de ces propos si jamais il y a une action judiciaire qui était montée soit par des Tutsis congolais et qu'il a livré comme ça en pâture, ou alors d'autres qui ont un intérêt à ce que la loi pénale internationale s'applique sur le cas de Constant ou alors même Bitakwira, il est sous sanction de l'Union européenne. Ce sont des propos, justement, Tite, qui arrivent dans une période où déjà il y a peu que l'annonce a été faite que la CPI, la Cour pénale internationale, enquêtait de manière sérieuse sur certains actes perpétrés par des responsables aussi politiques qu'armés, soit à Kinshasa ou même dans la partie est de la RDC. Est-ce que le moment ne serait pas malvenu pour, par exemple, le ministre Mutamba, ou est-ce qu'il ne prête pas des armes aux personnes qui le veulent ou qui veulent avoir des responsables politiques de tout ce qui est en train de se passer dans la partie est de la RDC? Oui, bien, merci de rappeler que le procureur de la CPI enquête. Il aura suffisamment de la documentation du bureau de la conseillère spéciale des Nations Unies chargée de la prévention du génocide, Madame Alice Ndeiretu, qui, dans un communiqué de décembre 2022, avait dit qu'il y a des massacres généralisés et systématiques sur la base ethnique, et donc le délit de faciès, et avec des alliances supposées avec un pays étranger. Ça, c'est suffisant pour entamer une action en justice auprès de la CPI. Vous avez un collectif d'avocats mené par Maître Mengue, et il y a Maître Gamakolo dans le collectif des avocats, qui ont documenté un dossier épais en Ituri, où il y a l'épuration ethnique des Hema, au nord Kivu, sur les Tutsis congolais, et au sud, dans les plateaux de Minembwe, contre les Banyamulenge. Ce dossier a été déposé. Et très récemment, ils ont même sorti un autre communiqué fustigeant justement ces actes. Ils continuent de documenter leur dossier. Ils ont saisi même la justice belge. Le procureur ne dira pas qu'il n'a pas matière à poursuite. Et donc que Constant Mutamba fasse du zèle, c'est à ses risques et périls. Mais il n'est pas excusable. Pour terminer, Tite, est-ce que doit-on dire que ces propos, justement, qui arrivent à un moment crucial, des tensions entre les deux pays, les pessimistes ne cachent pas leur position en disant « Écoutez, le retour de la paix est vraiment loin comme la lune ». Parce qu'on voit ce que dit et ce que fait le gouvernement congolais. La paix est incompatible avec l'alliance avec les FDLR. La paix est incompatible avec la légalisation des Ouazalendo. La paix est incompatible avec le recrutement des mercenaires. La paix est incompatible avec la persécution des Tutsis congolais. La paix est incompatible avec un ministre de la Justice qui s'attaque à un chef d'État étranger. Et là, on veut me dire qu'on va à Luanda signer un processus de paix. Non, je ne peux pas y croire un seul instant et je m'inscris dans cette catégorie de pessimistes, oui. Et on me dit qu'il y a encore un peu de temps qui nous reste à une question de la politique congolaise, mais qui forcément peut influer sur le processus de paix et le reste. Vous dites que Mutamba est là à Goma dans un cadre bien précis, avec d'autres responsables au niveau du gouvernement, examiner la question de ce qu'ils ont appelé il y a cela 3 ans une zone qui avait été déterminé entre l'Ituri et le Nord Kivu, avec l'état des sièges, justement, qui pourrait avoir un impact sur le chemin vers la révision
constitutionnel. Il n'y a pas du tout. Pas du tout. La question qui se pose, c'est que pourquoi l'examination de l'état des sièges aujourd'hui dans une zone déjà où on sait que ça brûle et en tout cas il y a anguille sous roche? Parce qu'ils ont mis la charrue avant le bœuf. Ils n'ont pas lu leur constitution avant d'entamer les tambourinages pour sa révision, sa modification ou son changement. Jusque-là, ils ne sont même pas d'accord sur la terminologie ou la méthodologie à adopter. Des deux, il y a, je crois, l'article 217 qui pose problème. Qui pose un véritable verrou constitutionnel. En cas de guerre, en cas d'état d'urgence et en cas d'état de siège, on ne peut pas retoucher la Constitution. Or, vous n'avez que l'état de siège sur lequel le gouvernement a une prise. Ils peuvent lever l'état de siège très facilement. Il suffit que le président signe. Pour vous, cette examination-là n'est pas anodine? Oh non, pas du tout. La Première ministre est en mission commandée, justement, ne serait-ce qu'ils appellent ça alléger l'état de siège. Mais ils peuvent lever l'état de siège. Est-ce qu'ils vont finir la guerre? Ça, je ne le crois pas. On a les Codeco à Ituri, on a les ADF à Beni, on a leur ennemi mortel, le M23, on a les Twirwanéo dans le sud. Le pays est en état de guerre. Et ils n'arrêtent pas de le répéter. Et comment ils vont réviser la Constitution en état de guerre et donc ils vont violer leur propre Constitution? Est-ce que le fait qu'à Kinshasa, les autorités, lorsqu'on lit des journaux, lorsqu'on suit l'actualité de près, l'attention est orientée vers la révision constitutionnelle? Est-ce que la matière sécurité, la question sécuritaire, ça a encore une priorité pour ces autorités? Non, aujourd'hui, tous les efforts sont focalisés sur la révision de la Constitution. Est-ce que Luanda ne... Et je pense qu'au moins, ils auront réussi une chose. Ils ont ressuscité le PPRD. Shadari a repris du service. Ils ont remis ou rassemblé l'opposition qui était éparpillée après les élections. Et ils remettent tout ce beau monde ensemble. La CENCO, la très puissante CENCO, décrète la mobilisation générale contre toute modification de la Constitution. Même les associations de la société civile qui plutôt roulaient pour le pouvoir se disent « vous faites diversion ». Et donc, et même au niveau de l'Union sacrée, je ne suis pas sûr qu'il y a unanimité. Il y a un silence assourdissant de Kamere et de Bahati Lukwebo qu'il faut surveiller de très près. Et donc, l'UDPS ne pourra pas mobiliser pour obtenir un changement de la Constitution. S'ils passent par le Parlement, ils vont offrir des jeeps, ils vont donner de l'argent aux députés qui vont voter ça. Mais il y a des dispositions pour ne serait-ce que retoucher le mandat du chef de l'État. Il faut soumettre ça à référendum. Et c'est là que les Romains vont s'empoigner. En tout cas, il va falloir que le peuple puisse trancher là-dessus. C'est une question qu'on va suivre de près. Merci beaucoup, Tite Tavazi, pour cet éclairage par rapport à l'actualité régionale. Merci à vous toutes et tous de nous avoir prêté attention. J'aurai tout plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.